Par où commencer pour améliorer le fonctionnement d'un système, d'un process? Restez avec nous dans cette vidéo, on vous présente le VSM, le Value Stream Mapping, un outil tiré du Lean pour modéliser et analyser un processus afin de pouvoir l'optimiser. Je suis Jean-Pierre Lambert, avec Constantin Gay, on anime Scrum Life, la première chaîne YouTube française qui parle d'agilité, sans détour, sans tabou et avec humour. Si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rater aucune vidéo. Cet outil, le Value Stream Mapping, on en a parlé pendant le live à plusieurs reprises et notamment pendant une session où on évoquait comment mener la transformation produit d'une entreprise. Je vous invite vraiment à venir quand vous avez l'occasion, le lundi à 13 h. Il y a toujours un live Scrum Life. On vous attend. Alors tout d'abord, mise en garde, très important, cette vidéo c'est juste une initiation au Value Stream Mapping. Vous n'allez pas devenir un expert juste en la regardant, mais c'est pour vous donner les concepts, les idées de base et peut-être vous donner envie d'en faire justement. J'en profite pour remercier Antoine Durand, on a déjà fait une vidéo Scrum Life avec lui. On parlait de l'importance du feedback, il nous présentait l'outil roti.express. Et Antoine, en fait, dans sa vie de tous les jours, il est consultant DevOps. Et le VSM, c'est vraiment un outil qu'il a quotidiennement dans sa boîte à outils pour analyser et faire des recommandations. Donc en fait, il m'a donné aussi pas mal de conseils pour structurer cette vidéo. Donc vraiment, merci Antoine, si vous ne le connaissez pas déjà. Allez voir la vidéo avec lui. Je vous propose de vous présenter l'outil par la pratique. Donc voilà, ça tombe bien, j'ai un tableau blanc derrière moi, on va le dessiner. Là, en l'occurrence, pour l'exemple, je vais le faire au tableau blanc et au feutre. Vous pourriez aussi le faire avec des post-it, par exemple, pour bouger les choses, ça peut être très bien vu. Donc attention, dans cette première partie, c'est pas un vrai Value Stream Map. On va juste essayer de voir intuitivement qu'est-ce que c'est. Donc je vais vous dessiner un process de développement assez classique. En tout cas, pour ceux qui ont fait du waterfall, du cycle en V. Donc vraiment, encore une fois, process à l'ancienne. On commence évidemment par la spécification. Ensuite, deuxième étape, le développement. Après, on va évidemment faire du test pour valider que ça marche, etc. Et puis, effectivement, on va finir avec le déploiement. Donc bon, on a commencé à modéliser le process, voilà les différentes étapes. Ce qu'on va vouloir maintenant, c'est le temps que prend chaque étape. Par exemple, alors on va dire, l'étape de développement, on la connaît assez bien. Voilà, c'est des sprints d'1 mois, des sprints de 4 semaines, doublé pour week. Bon, il se trouve qu'en fait, après le développement, on a un autre sprint, en parallèle du premier, où on valide tout. Puis en fait, en amont de ça, le développement, on va encore prendre du temps à effectivement spécifier les choses. Donc potentiellement, ça nous fait encore un troisième sprint de 4 semaines. Et puis après, il faut encore faire le déploiement. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que en moyenne, le temps que ça prend, c'est pas un quatrième sprint. Là, on est plutôt sur 12. 12 semaines en général. Il se passe 3 mois. Pour diverses raisons. Et justement, on va les creuser ensuite et c'est à ça que va servir l'outil. Combien de temps ça prend de faire tout le process? Combien de temps ça prend d'aller depuis l'idée jusqu'au client? Et là, c'est ça ce qu'on veut mesurer. C'est ça ce fameux lead time. Le temps qu'on met pour aller vraiment depuis le début, le tout début, l'idée, c'est quelque chose qui rentre dans le système, jusqu'à la fin. La toute fin, c'est entre les mains de l'utilisateur, entre les mains du client. Donc là, à vue de nez, on serait à 12 semaines, plus 4, plus 4, plus 4, 24 semaines. Bon, 6 mois. Il y a sûrement des choses à améliorer dans cette entreprise. On va vouloir ajouter plus d'informations sur cet embryon de Value Stream Map. Ok, donc là, on voit bien, c'est trop long. Oui, 6 mois entre l'idée et la mise à disposition, c'est trop long. On n'est pas très réactif avec le marché, la concurrence prend les devants, ça se conçoit bien. Donc comment on optimise? Qu'est-ce qu'on optimise? Parce que là, on voit juste qu'il y a 4 étapes qui sont toutes longues. La dernière est même 3 fois plus longue que les autres. Mais il y a très certainement des bonnes raisons à ça, donc par quoi on commence? Donc c'est vraiment un outil qui nous vient du Lean. En Lean, le but, c'est ce qu'on appelle réduire le déchet, le waste en anglais. Donc on peut citer quelques-uns de ces déchets assez classiques. Je ne vais pas tous les citer, là on rentre vraiment dans le Lean, qui est très orienté manufacturing, c'est là son origine. Je vais me focaliser sur ceux qui font vraiment écho à notre vie de tous les jours en tant que développeur logiciel. L'un d'entre eux, ça va être par exemple les défauts, c'est-à-dire les bugs, ce qu'on a fait, ça ne correspond pas à ce qu'on a dit qu'on ferait.
Ça nous parle, les bugs qu'on connaît dans le logiciel. Ah oui, bah c'est après avoir livré qu'on s'est rendu compte que ce que le client il demandait, bah c'était pas ce qu'il voulait. Du coup, bah il a fallu le refaire, quoi. Hein. Un autre, ça va être l'attente. Dans un process, il y a plusieurs activités, il y a un passage de bâton, c'est peut-être même des personnes différentes. Et ben, une étape a fini son travail et ce n'est pas pris en charge tout de suite par l'étape suivante. Donc entre les deux, ben, ça attend. Et c'est un coût en plus de rester là et d'attendre d'être traité. Donc comme prévu, on a prévu le design de tout le site. Voilà, tout est prêt. Là voilà, vous êtes bon. On n'a plus besoin de se parler pendant 4 sprints, je pense. Hein. Ouais, enfin, sauf si c'est comme le projet précédent. On a dû tout refaire à chaque sprint en fait. On peut aussi avoir l'inventaire, la notion de stock. On produit plus que ce qu'on peut traiter. Bah, par exemple, l'étape de développement, elle produit beaucoup de code, beaucoup de features, plus que ce que le test peut traiter. Donc là, on crée de l'inventaire. Et oh, les devs, là, arrêtez de développer, là, ça sert à quoi? Nous, on est à la bourre, là, ça s'accumule en test, venez nous donner un coup de main, je sais pas, mais là, ça sert à rien d'en rajouter, hein, de toute façon. Ça sortira pas sans le test, et là, on est déjà full. Hein. Ou ça peut être aussi qu'on fait du travail en plus superflu. Bah peut-être qu'on développe une fonctionnalité que l'utilisateur n'a pas besoin. Oh, si, clairement, cette fonctionnalité-là, il faut la faire. Je connais quand même mieux que le client ce qu'il a besoin. Hein. D'ailleurs, est-ce que c'est ce que nous dit le rapport d'utilisation du produit? Ouais, non, mais je connais mieux l'utilisateur que lui-même quand même. Pour pouvoir trouver où sont les différents déchets, hein, si on reprend la nomenclature du Lean, il va falloir un peu plus d'informations que ça. Qu'est-ce qu'on va vouloir, par exemple? Déjà, on va vouloir faire la différence, par exemple, déploiement 12 semaines, est-ce que vraiment il y a 12 semaines de travail? Probablement pas. Donc on va vouloir séparer ce qu'on appelle le temps de travail, où effectivement on est sur faire avancer l'élément de travail dans ce process, versus le temps d'attente, où là, une étape est terminée et ça attend quelque part avant que l'étape suivante arrive. On va vouloir aussi savoir qui sont les acteurs impliqués. Ça va aussi nous apporter pas mal d'apprentissage sur comment ça se passe, qui fait quoi, est-ce qu'il y a les bonnes personnes, est-ce qu'il y en a trop, est-ce qu'il y en a pas assez, etc. La question aussi est pour qui? Et puis même d'où ça vient? Ça aussi, ça fait partie des choses qui peuvent nous en apprendre long sur est-ce qu'on fait pas des choses inutiles? Et puis on a aussi envie de savoir, entre chaque étape par exemple, comment on communique, par quels moyens. Ça aussi, c'est une information qui peut être assez utile. Si on voit qu'on passe trop de temps à attendre, comment ça se fait parfois? C'est juste le mode de communication qui coince. Pour tous ces éléments-là, il y a une signalétique standard utilisée quand on fait du Visual Stream Mapping. On va les présenter rapidement et dans la suite de cette vidéo, justement, on va les utiliser. Voilà, donc on va avoir l'ampoule lumineuse pour l'idée, des blocs d'activité, voilà, avec le titre de l'activité, de la description et aussi qui sont les acteurs, les personnes impliquées. C'est quoi la sortie d'une étape donnée? Qu'est-ce qu'on en ressort? Qu'est-ce qu'on en obtient? Les utilisateurs finaux, une petite courbe de temps, voilà, avec soit la barre en haut, soit la barre en bas. La barre en haut, c'est donc le temps normal, donc le temps où on travaille, et à la barre en bas, c'est le temps d'attente. Et puis voilà, divers éléments, un document, un email, la flèche qui revient sur elle-même pour dire c'est une itération, et puis la clé molette pour parler de divers outils, logiciels, etc. Donc on va commencer par parler des activités, des acteurs. Effaçons tout ça, on va le refaire mieux. Donc déjà, le début, l'idée, les utilisateurs finaux. Là déjà, je suis un peu plus précis. Hein. L'idée, c'est une demande client. Et les utilisateurs finaux, c'est des clients, mais pas n'importe quel client. C'est les clients, ce qu'on appelle on-premise, si ça vous parle, quand on fait du B2B. Souvent, par exemple, Jira, vous connaissez peut-être Jira. On peut l'acheter en mode cloud. C'est eux qui gèrent le serveur et juste vous connectez et ça marche sur leur serveur. Ou on-premise, où là, vous fournissez un logiciel qu'il faut installer chez le client ou que le client doit installer. Et l'air de rien que cette différence, elle peut emmener loin. Oui, parce que lorsque vous gérez vous-même les serveurs, c'est beaucoup plus facile d'avoir des cycles réactifs, par exemple. Voilà, au milieu, j'ai remis les 4 activités, c'est les mêmes qu'avant, spécification, développement, test et déploiement. Et déjà, j'ai commencé à mettre les acteurs. Ce qu'on voit, c'est que la spécification, c'est un chef de projet qui s'occupe de ça. Le développement, c'est un développeur. Le test, c'est un testeur. Le déploiement, c'est un administrateur système. Juste à voir comme ça a l'air bien siloté quand même. Hein. Chacun son taf. On n'intervient pas trop sur le travail des autres. Voilà. Ouais, on voit où je veux en venir. Hein.
Voilà, là je vous ai rempli du coup plus dans le détail les différentes activités. Voilà, la spécification, donc ce que nous fait le chef de projet, ben, il va collecter le besoin avec le client, faire des ateliers pour y arriver, rédiger la spec, faire le chiffrage. Bon, je vous ai dit qu'il travaillait à l'ancienne. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a en sortie de ça? C'est une spec hein, qu'on pourrait presque qualifier de cahier des charges dans ce contexte. Le développement, ben, on va analyser la spec, on va faire le développement, on va écrire la doc aussi. Donc on voit effectivement en sortie la doc, le code. L'étape de test, ben, va falloir créer le plan de test, le dérouler, donc tester. Voilà, donc en sortie, on va avoir un plan de test, je m'excuse pour le halo lumineux, et un rapport de test hein, qui nous dit qu'est-ce que ça donne son déroulement. Et puis la phase de déploiement, on va packager le tout, on va mettre à jour les serveurs, et puis on va déployer chez le client. Donc là encore, on voit Silo à fond les ballons, un rôle sur chaque étape, et aussi un artefact explicite entre. Hein. Là, clairement, on n'est pas trop dans la collaboration. On imagine bien le développeur qui en réalité trouve des choses assez délirantes dans la spec, le testeur qui découvre en même temps le code, la spec, la doc, et ça se trouve, les trois ne sont pas raccords, et puis le déploiement, pareil, encore plus loin, qui attrape tout et qui doit se débrouiller avec ça. Donc là, on voit vraiment bien le côté siloté. On pourra aussi voir des cas de figure où il y a trop d'acteurs, il y aurait genre la terre entière impliquée sur une étape donnée, et ben donc peut-être que ça la rend compliqué. Là, on voit plutôt le fait qu'il y en a quelque part pas assez d'acteurs. Maintenant, on va vouloir voir le temps que prenne chaque étape en faisant bien cette différence temps de travail versus temps d'attente. Voilà, ça, on va vraiment vouloir les visualiser quand on fait un VSM. C'est un levier très important d'optimisation. Finalement, si une étape de travail est longue, mais parce que le travail en lui-même est long, bon, bah, c'est peut-être pas là qu'il faut se focaliser par rapport à une étape où il y a très peu de travail, mais ça passe énormément de temps à attendre. Donc pour ça, on va ajouter une timeline, là, comme indiqué dans la légende, avec le temps de travail et le temps d'attente. Là, pour l'instant, je n'ai pas mis de chiffres, hein, mais pour chaque étape, on a donc du temps actif qui se déroule, où on travaille, et un temps où on attend. Et à la fin de cette attente, ben, c'est l'activité suivante. Déjà, rien que la demande client, bon, elles arrivent au fil de l'eau, il n'y a pas vraiment de temps là-dessus. Par contre, en fait, elles ne sont pas traitées immédiatement. En moyenne, ça prend une semaine. Le copil, le comité de pilotage avec le client, il est toutes les 2 semaines. Donc en moyenne, il se passe une semaine entre le moment où le client a une idée et le moment où on le prend en compte. Ensuite, l'étape de spécification. Il y a 3 semaines de travail. Bon, elle mériterait peut-être d'être détaillée plus, cette étape-là, parce qu'en fait, on voit qu'il y a une phase de collecte, il y a des ateliers, etc. Peut-être que dans une future version de ce Value Stream Mapping, il faudrait creuser plus le sujet. Tout comme la rédaction de spec, il y a quand même en vrai potentiellement des allers-retours de revue avec le client, avec le développeur. Voilà. Donc là, c'est une vision très simpliste. Voilà, encore une fois, si on faisait le vrai atelier, peut-être qu'on le détaillerait plus. Et peut-être aussi qu'il y aurait des itérations, parce qu'en fait, on ne sort pas directement la spec, en fait. Il y a quand même des allers-retours. Donc là, dans l'idée, hein, l'étape de développement, c'est du Scrum, entre guillemets. Là, en fait, on décrit du Water Scrum Fall. Donc elle fait un genre de Scrum, donc ces itérations d'un mois, elles sont cadencées. C'est pas le cas de l'étape de spécification. Donc en fait, finalement, la spécification, elle est terminée, on sait pas bien quand, et quand ça arrive, en moyenne, on a 2 semaines d'attente pour rentrer dans un sprint de 4 semaines. Après, l'étape de développement, c'est pas 4 semaines. 4 semaines, c'est l'itération du sprint. Mais le développement, il y a des choses qu'on termine au début du sprint, il y en a qu'on termine à la fin. Donc là encore, en moyenne, sur un sprint de 4 semaines, en moyenne, on met 2 semaines à faire un développement. Et de la même manière, en moyenne, il se passe 2 semaines pour le mettre à disposition aux testeurs. Donc on retrouve au final les 4 semaines. En moyenne, on fait 2 semaines à travailler et 2 semaines à attendre. Pour le test, eux aussi fonctionnent en fonctionnement semi-synchronisé avec ce simili Scrum. Donc ils font des genres d'itérations de 4 semaines. Donc dès qu'ils ont le travail, ben c'est pareil, ils vont le prendre, ils vont le valider. En moyenne, ça prend 2 semaines. Et après, c'est bon pour être balancé en déploiement. En moyenne, c'est 2 semaines aussi. Sauf qu'en fait, non. Parce que là, pour le coup, le déploiement, elle n'est pas synchronisée avec ces équipes-là. Et elle fait des gros packages. Donc en vrai, c'est pas 2 semaines. En vrai, de ce qu'on a mesuré, on est plutôt sur les 6 semaines. Il se passe en général 1 mois en plus avant que, effectivement, l'équipe d'administration système le prenne, travaille effectivement dessus. Et là, en général, ils en ont pour 2 semaines, eux aussi. Voilà, il y a du travail, c'est pas si long que ça non plus. Et là, en général, il se passe encore 6 semaines avant que, effectivement,
le client s'en empare, donne son feedback, l'utilise, etc. Déjà, rien que là par rapport au diagramme d'avant, hein, ce qu'on voit, c'est que les 12 semaines pour l'étape de déploiement, en vrai, il n'y a que 2 semaines de boulot. C'est juste qu'ils ne prennent pas le travail tout de suite et qu'après, le client aussi, il ne le prend pas tout de suite, etc. On voit aussi que les différentes étapes, développement, test, sont synchronisées, donc ça pourrait être encore pire. Comme ça l'est avec le déploiement, on attend non pas 2 semaines, mais 6. Mais bon, on gagnerait peut-être à les synchroniser encore plus avec des itérations plus courtes que 4 semaines. Puis bon, la phase de spécification, comme je l'ai dit, il faudrait sûrement la détailler, il y a beaucoup de problèmes avec ça. Bon, voilà, hein, l'introduction de Value Stream Mapping, elle est là. Il y a évidemment plein d'autres subtilités que ça, comme je l'ai évoqué un peu. Les moments où on va boucler, faire des itérations, j'ai pas détaillé. Est-ce que c'était des échanges par document, par mail, est-ce qu'il y avait d'autres outils? On peut aussi identifier des éléments qui sont faits par une entité externe, par exemple fournir le besoin, tout l'aspect gestion de projet, si ça se trouve, elle est peut-être dans une autre entité. On peut imaginer un classique, une DSI d'un côté et un aspect métier de l'autre, ou parfois c'est même vraiment une autre entreprise. Il y a peut-être des étapes qui peuvent être faites en parallèle, voilà, quand on commence à détailler le process, etc. Peut-être que certaines sont gérées avec des Kanban, pour fluidifier tout ça, etc. D'une manière générale, on peut rajouter plein de choses pour modéliser et comprendre la situation. Bon, et après qu'est-ce qu'on en fait de ça? On va cibler là où il y a le plus de gains à faire. Et c'est là qu'on va bien s'attaquer, justement. Et puis, ce Value Stream Map, on peut le garder, et on peut le garder vivant, pour le faire évoluer, justement, et voir au fur et à mesure du temps comment les temporalités changent. Là, très clairement, quand on fait du Lean, on aime bien faire le ratio entre le temps en haut, le temps où on travaille effectivement, et le temps en bas, le temps où on attend. Puis le ratio entre les deux, c'est l'efficacité du système. Si je fais un petit calcul, le temps de travail en haut, on en a pour 9 semaines. Le temps d'attente en bas, on en a pour 17 semaines. Il y a presque un ratio d'1 tiers de temps à travailler pour 2 tiers de temps à traîner, attendre, etc. Et encore une fois, on est à un niveau assez superficiel. Quand on creusera dedans, il y aura certainement encore pas mal d'autres déchets, d'autres inefficacités. Rien que ça, ce système, il tourne à 1 tiers d'efficacité. Donc tout à l'heure, on a dit qu'on mettait 6 mois à faire une fonctionnalité. Sans changer drastiquement les manières de travailler, on pourrait imaginer tomber à 2 mois. Et ce qui est vraiment magique avec cet outil-là, rien que cette étape-là, développement et test, de les mettre ensemble, on voit bien tout ce qu'ils font, c'est j'ai travaillé un truc, je l'ai fini, mais je ne le donne pas encore au suivant. Et inversement, on les ferait travailler ensemble, on gagnerait un paquet de temps. Et pareil avec le déploiement, et pareil avec la spécification. Ça, cet indicateur, le lead time, il nous emmène à travaillons tous ensemble, plus de collaboration, et on livrera de la valeur plus vite. Alors ça, un Value Stream Map, ça peut servir en état des lieux ou en cible. L'exemple que je vous donne, c'est vraiment l'état des lieux, la photo du moment, pour comprendre la situation et voir comment on peut s'améliorer. On pourrait en dessiner un autre qui serait la cible, qui serait là où on veut aller. Ça serait le même outil pour le modéliser. Alors, comment organiser une session de Value Stream Mapping? Déjà, ce qui est très important, c'est qu'il faut le faire avec les bonnes personnes. Les personnes qui sont acteurs du process qu'on modélise. C'est parce que c'est ces personnes-là qui savent comment ça se passe réellement. Là, le temps qu'on doit mettre, ça ne doit pas être le temps que fantasme le directeur. Ça doit bien être le temps réel qui se passe quand on est dans l'action, quand on est sur le terrain. De la même manière, on veut modéliser le vrai process avec les vrais échanges, les vrais documents, les vraies étapes. Et ouais, régulièrement, on peut découvrir des écarts de perception ou de compréhension avec le management, avec la direction, etc. Donc voilà, déjà, vraiment, il faut le faire avec les vraies personnes, les personnes qui font ce process, qui le font vivre, qui l'utilisent au quotidien. Alors après, effectivement, il ne faut pas plus, par exemple, je ne sais pas, de 10 personnes. Il faut bien se dire que ça va quand même fuser dans tous les sens. C'est déjà pas un atelier forcément très simple à animer. Alors, si en plus vous avez 20 personnes dans la salle, c'est un peu mort d'avance, quoi. Donc voilà, il faut vraiment les bonnes personnes, il faut qu'elles soient toutes là. Attention aussi à limiter peut-être pas plus de 10 personnes. Ça, c'est aussi un atelier qui est long, une durée assez classique, ça va être 3 heures. Là, évidemment, hein, c'est un exemple que je vous donne qui est très simpliste. Souvent, on a des process qui sont beaucoup plus compliqués, il y a beaucoup plus d'étapes.
Et je l'ai évoqué brièvement, rien que l'étape de spécification, il y a sûrement beaucoup plus de sous-étapes. Le déploiement est aussi pas mal de choses à creuser probablement. C'est pour vous donner un peu l'idée, le sens de à quoi ça ressemble. Mais oui, non, ça peut être des choses assez énormes. Et en plus, avec pas mal de monde, il faut faire émerger tout ça. Donc ouais, ça prend vite 3 heures. On en revient en plus sur la nécessité de ne pas avoir trop de monde non plus. Évidemment, il va falloir une grande salle, du papier, des feutres, voire des post-it. Là, je l'ai fait qu'au dessin, mais encore une fois, on pourrait imaginer avec des post-it, etc. C'est vraiment un atelier, bon, ça vient du Lean hein, aussi, qui est très management visuel. Normalement, ça ne se fait pas en numérique. Hein. Ça se fait comme ça. La version numérique, elle vient après coup. Et donc, ce qu'on recommande aussi, c'est de le faire, pas de téléphone, pas d'ordinateur. On en revient. C'est long, ça demande de l'énergie, il y a beaucoup de monde, il faut être concentré. Donc, on y va au physique et pas d'ordinateur, pas de téléphone. Par contre, une fois qu'on a fait ça, oui, on pourra faire une version numérique après coup, justement, qui sera assez intéressante pour mieux l'analyser, pour essayer de le faire évoluer aussi, etc. Mais encore une fois, après coup. Alors, pour terminer, quelques conseils d'animation. En tant qu'animateur, il faut vraiment rester focus, concentré sur l'objectif. Il ne faut pas hésiter à recadrer. Il y aura certainement pas mal de moments où il faudra recadrer toutes ces personnes pour que ça se passe bien, quoi. Ça veut dire aussi surveiller la montre. Hein. Le timing est quand même assez important. Est-ce que ça se structure si à la fin des 3 heures, on n'a pas réussi, c'est un peu dommage. Encore une fois, hein, beaucoup de personnes, c'est facile de diverger, ça peut être assez long, ça demande beaucoup d'énergie. Donc voilà, l'animateur est vraiment là pour cadrer, recadrer, rester sur les rails et suivre le temps. Et en termes d'attitude, de posture, le mieux, ce qu'on veut, c'est vraiment se comporter comme si on connaissait rien au process. Voilà, un peu naïf, candide. Voilà, je suis là pour dessiner, je suis le script, je vous pose les questions. Il se passe une chose, c'est quoi après? C'est quoi le temps? Voilà, des choses comme j'ai dit, ben ouais, non mais un sprint c'est 4 semaines. On a des choses qu'on a finies en cours de route. Donc c'est 2 semaines d'attente, la moyenne. Et puis prendre une nouvelle demande, c'est 2 semaines aussi avant le sprint planning suivant, etc. Donc voilà, vous ne faites pas de suppositions. Vous êtes là justement pour faire émerger ça de ces personnes. On pose des questions candides. Et après, il y a quoi? Je sais pas, ça se passe comment, etc. Alors attention, ce qui peut arriver, c'est que ça parte dans tous les sens. Et là, il faut quand même se poser une question. Est-ce que là, on est en train de dessiner un seul process? Parce que ça arrive aussi, qu'il y ait plusieurs process qui se mélangent un peu. Donc là, quand c'est le cas, il faut vraiment séparer les choses. Hein. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Un VSM, un Value Stream Mapping pour un process. Voilà, ça, c'est vraiment la règle. Il faut rester focus. On part d'un point A, on arrive à un point B, et il y a un process qui nous y emmène, et c'est tout. Et c'est ce process-là qu'on trace et rien d'autre. Après, on peut faire plusieurs sessions, plusieurs VSM. Mais voilà, il faut réussir à faire le tour. C'est assez exigeant. Un seul process pour un VSM. Voilà, on voudrait vraiment avoir votre avis sur cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, mettez un pouce vers le haut. Partagez-le autour de vous, hein, à d'autres personnes à qui ça pourrait être utile. Et puis écrivez-nous dans les commentaires pourquoi vous l'avez apprécié, qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce qui est utile. Si vous ne l'avez pas apprécié, il n'y a pas de souci avec ça, mais s'il vous plaît, mettez-nous aussi dans les commentaires comment s'améliorer. Je vous dis à bientôt, vous êtes mes plus grands fans!